Les défis et opportunités du tourisme, fidèles téléspectateurs, nous en parlons donc ce matin dans On fait le point avec notre invité qui est M. Isaac Nsumba Mali, qui est enseignant à l'école supérieure du tourisme à Unilou et CEO de Palma au Capitour, à qui je dis bon matin à vous, M. Sumba. Merci à vous pareillement. Merci beaucoup. Alors avec vous, entamons donc cet échange autour des défis sur les questions d'opportunités du tourisme en République démocratique du Congo. Quelle est donc selon vous la place qu'occupe le tourisme dans l'environnement économique de la République démocratique du Congo? En fait, là, il y a deux choses à retenir. Oui. Sur le plan de l'administration du tourisme ici chez nous, le tourisme se situe vraiment au bas de l'échelle. Vous verrez même au niveau du budget, il n'y a pas beaucoup d'argent qu'on octroie donc au tourisme. Mais sur le plan de la pratique, le Congo, c'est un pays qui est visité. Et surtout que nous étions un pays fermé par rapport donc, aux activités culturelles et touristiques. Et maintenant, beaucoup de personnes veulent venir au Congo. C'est tellement qu'on a parlé du Congo et tout ça. Il n'y a pas que des guerres au Congo, mais il y a aussi la beauté, il y a aussi la culture, la danse, et les gens viennent pour ça. Très bien. Et il faut retenir que la République démocratique du Congo est un pays riche en biodiversité et en culture, alors, mais encore peu présente sur la carte mondiale du tourisme. Mais pour quelle raison? En fait, le tourisme, c'est une économie extérieure. Je veux dire que c'est-à-dire qu'on vend donc, le pays à l'extérieur. Alors, pour bien vendre ces pays à l'extérieur, il faut aller à l'extérieur. Et à l'extérieur, il y a les salons de tourisme, il y a des manifestations par rapport au tourisme. Et le Congo, malheureusement, ne profite pas de ces occasions pour aller au salon. Les quelques fois que le Congolais va au salon, donc on amène des officiels qui n'ont même pas l'intérêt dans ces domaines-là. Et ils déposent juste des pamphlets au stand et ils vont circuler en ville et tout ça. Moi, je crois que c'est peut-être mieux que ça soit donc, le tourisme. Donc, ça doit être en particulier donc, en partenariat avec donc, le privé qui ont le souci de développer ces secteurs parce qu'ils gagnent à travers ces secteurs. Dans beaucoup de pays, on voit que l'État paye pour les particuliers qui vont dans les salons présenter le pays. Très très bien. Alors parlons donc des opportunités. Quelles sont les différentes opportunités que renferme la RDC par sa biodiversité, par sa culture et qui, dans ces différents salons, devraient être présentées et être mises en avant? Bon, moi je n'aime pas trop parler des opportunités parce qu'il y en a beaucoup. Peut-être parlons de comment transformer ces opportunités. Il faudrait qu'on se rappelle quand même qu'est-ce qu'il y a jusque-là. Oui, il y a, en tout cas, parce que le tourisme est basé sur l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il y a, de manière traditionnelle, nous avons la flore, la faune, nous avons la culture, tout ça, ça fait partie des opportunités, sans pour autant entrer en détail. Nous avons la musique, nous avons beaucoup de choses ici chez nous qu'on peut réellement donc, mettre sur la place du tourisme. Mais alors, on peut avoir toutes ces richesses, mais si on ne sait pas imaginer, ça ne fera absolument rien. Il y a des pays qui n'ont absolument rien, mais ils ont réussi juste à imaginer, et aujourd'hui, ce sont des pays qui sont visités. Clairement. Oui. Alors, quels sont donc les principaux défis qui freinent le développement du tourisme en RDC? Alors, nous devons situer cela à plusieurs niveaux. Nous avons d'abord au niveau de l'appareil de l'État. Il faut d'abord qu'on termine à planifier tout ce qu'il y a dans les secteurs du tourisme. Il faut qu'il y ait donc, la loi donc, sur le tourisme et que l'État puisse réellement, pas simplement dire que le tourisme apporte beaucoup d'argent, mais il faut y mettre de l'argent pour que cela donc, produise, avec l'expression qu'on peut dire qui perd gagne. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une façon de perdre en donnant beaucoup de moyens dans le secteur du tourisme. Voilà. Parce que le tourisme, en fait, donc, comment est-ce qu'on peut palper le tourisme? On les palpe par, il y a les hébergements, donc d'abord les transports. Lorsqu'on parle des transports,
il y a tout ce qui suit, donc les moyens de transport, les voies de transport et tout ça. Il y a les hébergements, il y a la restauration, et maintenant il y a donc les activités touristiques et tout ça. Très très bien. Donc ça c'est au niveau donc, de l'État, au niveau des acteurs dans ces secteurs-là. Il faudrait qu'on puisse renforcer donc, les acteurs, pas nécessairement leur donner de l'argent, mais leur faciliter. Donc parmi les facilitations, c'est-à-dire qu'il y ait l'accès facile donc, aux touristes au Congo. Il y a beaucoup de pays qui ont déjà compris, et pour les touristes, ils entrent gratuitement et tout ça. Et bon, il y a quand même beaucoup de choses à dire par rapport donc, à des privés. Mais je crois que l'essentiel, c'est ça. C'est-à-dire que renforcer, l'État doit donc coopérer avec le particulier pour ces domaines-là. Ça, c'est au niveau des particuliers. Et il y a la population. La population doit être accueillante. L'accueil, ce n'est pas simplement Caribou. Hein. Dans l'accueil, c'est au-delà de Caribou. Est-ce que nous avons des infrastructures d'accueil? Est-ce que la population est d'abord donc éduquée à accueillir l'autre? Et tout ça, c'est tout ça. Une fois en Chine, lorsqu'ils avaient organisé les Jeux olympiques, la Chine a éduqué la population à accueillir donc, les étrangers. Et donc voilà, c'est au niveau de la population, au niveau mental, au niveau psychologique et tout ça. Et aussi la formation. Donc on doit former des gens dans les domaines pour que ces domaines soient viables. Très très bien. Alors est-ce que le manque d'infrastructures modernes, je cite, hein, les routes, on retrouve les aéroports, les hôtels, les services, est également pointé du doigt? Quelles sont donc d'après vous les priorités à ce niveau? En fait, pour moi la priorité, peut-être que je vais ce serait un peu paradoxal. Hein? Bon, pour moi la priorité dans le secteur du tourisme, c'est avoir, donc comment je vais dire, c'est arriver à créer une intelligence touristique. Et cette intelligence touristique va se baser sur l'imaginaire touristique. Parce qu'en fait, ce n'est pas les routes qui font le tourisme. Ce n'est pas les hôtels qui font le tourisme. Mais c'est comment amener les gens dans les hôtels, comment les amener sur ces routes-là. Et moi, je peux vous dire qu'on peut avoir des mauvaises routes, mais avec ces mauvaises routes, on en fait une destination. Très bien. Et à ce moment-là, on a des moyens pour mettre sur ces routes-là et on fait ce qu'on appelle le tourisme de risque ou bien le tourisme d'aventure. Et pour moi, la première chose, c'est arriver à faire une intelligence touristique basée sur l'imaginaire touristique. Très bien. Alors, on va retenir également que le pays dispose de plusieurs sites touristiques enregistrés même au patrimoine mondial de l'UNESCO. Entre autres, nous avons Virunga, nous avons Salonga, nous avons Garamba, etc. Comment mieux exploiter ces joyaux naturels? En fait, ce sont des grands noms reconnus un peu partout. Mais c'est ce que je vous ai dit ici, il faut vendre. Et la vente dans le secteur du tourisme se fait à l'étranger. Parce que c'est là qu'il y a donc des potentiels touristes qui viennent chez nous. Donc le Congo doit être présent dans presque tous les salons, les festivals de la culture et du tourisme et parler du Congo de manière touristique. Donc c'est-à-dire qu'il y a moyen de le faire et avoir un narratif propre. Donc il faut avoir un slogan et tout ça. Et ce slogan-là, il faut y mettre la vie. Il faut y mettre de l'énergie pour que ça soit réellement viable et savoir attirer les autres. Très bien. Et en subdivisant l'apport collectif, en apport assez particulier, mais en ramenant cela au niveau de province, quels peuvent être les rôles que peuvent jouer des provinces comme le Katanga, le Kivu, l'Équateur dans la diversification de l'offre touristique? En fait, c'est vraiment une très bonne question, mais je ne sais pas si je vais arriver vraiment à y donner la bonne réponse, mais je vais tenter quand même. C'est-à-dire que, prenons le cas du Katanga. Le Katanga, d'abord le nom Katanga, c'est déjà un produit touristique qu'on peut vendre. Donc vous voyez que ça dépend de l'imaginaire. Donc parce que le Katanga, lorsqu'on parle du Katanga, on voit les mines.
Et les mines, dans notre secteur de tourisme, c'est plus que les mines, mais c'est une destination. Donc nous avons des mines en activité, des mines qui sont déjà donc, fermées et tout ça. Oui. Mais pour nous, même si c'est fermé, mais c'est un produit touristique. C'est-à-dire que le grand travail qu'il faut faire maintenant, c'est d'abord identifier les sites. Donc c'est-à-dire que je sais qu'il y en a beaucoup, mais qu'on ait d'abord catégorisé ces sites-là et mettre des moyens, les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers, pour développer ces sites-là et pour parler de ces sites. Très bien. Parce que développer c'est-à-dire ici, quand on parle de développement du site, les gens pensent que ce sont des moyens colossaux. Donc il y a des sites qui sont naturels, excusez-moi la tautologie, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'y mettre quoi que ce soit, mais il faut simplement parler de ces sites. Très bien. Et donc, alors à ce stade, quels sont donc les modèles de différents pays africains qui peuvent servir de modèle que la RDC peut copier sur le plan touristique? Merci pour la question. Est-ce que vous savez que c'est le Congo qui est, donc déjà en 1970, 69-70, qui a commencé donc, ces mouvements-là de tourisme en invitant beaucoup de pays de venir voir ce que nous avions chez nous. Malheureusement, donc on n'a pas continué, on n'a pas mis beaucoup d'attention, beaucoup de moyens. Mais actuellement, nous avons des pays, par exemple le Kenya. On peut s'inspirer un peu du Kenya, on peut s'inspirer de l'Afrique du Sud, on peut s'inspirer de la Tanzanie, on peut s'inspirer de l'Égypte. Mais tout en mettant une différence, donc de la différenciation, parce que chez nous, on a tellement de choses, donc à présenter, mais il faut savoir y aller petit à petit. Très bien. Parce que la mise en tourisme, peut-être que c'est un terme que je vais expliquer, donc c'est mettre un produit donc en tourisme, ça doit être quelque chose de permanent. Et je vais vous donner un exemple. Nous avons notre zoo donc, de Lubumbashi. Remarquez, lorsqu'on a placé le lion donc, au zoo, il y a eu beaucoup de gens qui sont allés voir le lion. Et après, donc, il y a eu baisse d'intérêt parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Alors ce qu'il faut faire, c'est dépasser la mise en tourisme ou bien faire une mise en tourisme permanente. Donc chaque fois, avant que l'intérêt puisse baisser, donc on met encore un autre pensionnaire qui va attirer donc, le tourisme. À ce moment-là, ça va accroître donc, la visibilité, non seulement la visibilité, donc les visites. Très bien. Les visites. Alors pour finir avec cet échange, vous encouragez le fait qu'il doit avoir une existence de certains partenariats publics-privés afin de donner vie au tourisme. Pas seulement public-privé, il faut ajouter aussi la population, donc PPP, donc la population. Parce que je vais donner juste un petit exemple. Vous allez avec les touristes quelque part, et la nuit, vous retrouvez vos pneus déjà crevés. C'est-à-dire que la population n'est pas intéressée à ces choses. Il faut aussi intégrer la population. Très bien. Merci beaucoup à vous, M. Isaac Soumba. Merci. C'est moi qui vous remercie. D'échanger avec vous ce matin sur le tourisme. Merci. Très bien. On vous dira à une prochaine occasion. Merci. Merci de m'avoir invité. Plaisir. Alors, fidèles téléspectateurs, poursuivons donc avec Bon Matin, tout en mettant un terme à cet échange dans On fait le point. Et ce sera bien sûr pour la prochaine étape dans votre magazine. Nous devons